Donc bonjour à tous. Moi je vais simplement vous demander d'arrêter de nous demander combien coûte une ligne de code. Alors je sais que c'est pas vous directement, mais on va y venir. Donc je m'appelle Aurélie Guillaume, je suis développeuse full stack depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et j'ai la double casquette de développer en tant que freelance mais également en tant que salarié dans une société qui s'appelle Creads. Et Creads, c'est la première plateforme de création de contenu créatif en France. On a volonté d'essayer de se développer en Europe et en termes mondial. On est spécialisé dans tous les types de création de support pour tout type de médias. On est dans 5 pays pour le moment, on a une dizaine d'années d'expérience et actuellement on essaie de recruter un ou une DevOps et également un ou une intégratrice HTML. S'il y a des volontaires, puisque moi c'est pas ma passion personnellement, donc ça nous soulagerait pas mal. Donc je vais essayer maintenant de revenir à l'origine de cette question de combien coûte une ligne de code finalement. Donc on va déjà se rendre compte finalement que pour répondre à combien coûte une ligne de code, pardon, j'ai un peu de mal avec le micro, ça amène des réponses dans plusieurs unités de mesure. Il faut savoir que spontanément, on dit combien coûte une ligne de code, on attend un prix en euros, mais votre interlocuteur n'attendra pas toujours un prix en euros, il peut attendre une notion de temps, une notion de complexité, une notion de vélocité, ce n'est pas toujours des euros sonnants et trébuchants qu'il attendra derrière pour une réponse. On va essayer de comprendre qui pose cette question. Alors, ce sont majoritairement des clients. Mais alors pas n'importe quel type de client, c'est plutôt les clients non éduqués, on va dire, ou qui ne sont pas dans la tech de base. Donc c'est vraiment des personnes qui viennent d'un autre milieu, qui commandent un petit projet, un petit site, et qui ne savent pas trop les tenants et les aboutissants qui vont avoir ce genre de réflexion. Mais ça peut être également toutes les personnes de cette salle. Alors indirectement, pour la plupart des personnes de cette salle, dans le sens où vous êtes chef de projet, vous êtes marketeur, même nous, entre devs, on peut se poser la question, indirectement, dans le sens où tu es sûr, promis, ça ne te prend pas plus de temps de le faire, ou ça ne te prend pas plus de temps, non, t'inquiète pas, si on le fait de telle ou telle manière, ça ne nous prendra pas plus de temps, c'est pas beaucoup plus coûteux. Et cette notion finalement de coût est ramenée vraiment à l'unité même de la ligne de code. Si on implémente un test ou une fonctionnalité de telle ou telle manière, ça va faire varier finalement le coût de la ligne de code qu'on va produire. On va également se demander pourquoi ils posent cette question, parce que c'est important de comprendre le pourquoi afin de leur répondre. Donc c'est majoritairement pour les clients non éduqués ou les clients qui ne font pas partie de la tech qu'il faut comprendre le pourquoi. Entre nous, on sait, et c'est plutôt un abus de langage. Donc pourquoi ils posent cette question? Parce qu'ils viennent d'un ancien monde, entre guillemets. Cet ancien monde, on achète une prestation et ça a un prix. Et du coup, s'il y a plusieurs quantités, on prend ce prix, on le divise par la quantité, ça fait le prix du projet, donc le prix potentiellement unitaire d'une ligne de code. Faut savoir que le code, ça ne marche pas exactement comme ça en fait. Derrière ce code, il y a beaucoup de coûts cachés, ce que je vais essayer de vous démontrer et que vous devrez ensuite propager auprès de vos clients et des personnes qui vous poseront potentiellement cette question. Et enfin, quand bien même ils avaient les éléments pour calculer ce coût, est-ce qu'à un moment donné, je mets quelqu'un vraiment au défi dans cette salle de me répondre par l'affirmative, ou vous avez donné le nombre exact de lignes de code que vous avez produit dans le cadre d'un projet? À la fin, vous avez dit j'ai produit 1 212 000 lignes de code pour ton projet. Personne n'a jamais fait ça dans la salle. Et quand bien même le client il essaierait de le trouver par lui-même, en fait, si vous lui livrez une application qui est déjà encapsulée ou qui est déjà compilée, il ne pourra pas deviner le nombre de lignes de code parce que ce sera finalement le résultat déjà compilé, donc il ne verra pas le nombre de lignes de code qui a été produit dans ce cadre. Il faut également savoir qu'un code, ça s'écrit de plusieurs manières différentes. Alors, je vais essayer de vous montrer un exemple concret. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas développeurs dans la salle, mais le but, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'est vraiment du code très didacticiel. Je l'ai écrit en PHP, il y a du franglais, c'est volontairement pour qu'un maximum de personnes puissent suivre. Donc là, le but du jeu, ça va être d'essayer de tester, donc s'assurer qu'une personne est majeure à l'entrée d'un site. On peut l'écrire, moi j'ai fait l'exercice, je l'ai écrit de 4 manières différentes. L'exemple numéro 1, c'est finalement quelque chose d'assez basique. C'est vraiment ce qu'on peut rencontrer au quotidien en tant que développeur. C'est 6 lignes de code, c'est très simple, très lisible. On a le même exemple qui est assez similaire, simplement on décide de ne pas gérer le retour différemment. L'exemple numéro 3 est celui qui va produire le moins de lignes de code. Donc là, il va produire que 2 lignes de code, c'est l'exemple en ternaire. Il faut savoir que tous les développeurs ne sont pas à l'aise avec la notation ternaire. Alors pour 2 raisons principales, puisque par exemple les juniors ne sont pas toujours à l'aise avec cette notation de ternaire, mais il faut également savoir que les notations ternaires, ce n'est pas disponible dans tous les langages. Et donc si vous utilisez des annotations qui ne sont propres qu'à un seul langage, si un autre développeur vient par là, il va probablement le réécrire à la manière 1 ou à la manière 2 parce que ça lui paraîtra plus lisible, puisque pour lui c'est obscur. Et ça fera également varier le nombre de lignes de code produites et la complexité de la ligne de code qui a été produite.
Et enfin, l'exemple 4, c'est celui ici qui produit le plus de lignes de code. En vrai, on aurait pu très bien le faire en objet, ça aurait produit encore plus de lignes de code, mais cette annotation permettra finalement de réutiliser le code et cette fonctionnalité. Si on nous demande à un autre endroit du site de tester si la personne est majeure ou non, on aura juste à faire un isMajeur avec la variable dash qu'on nous donne, et ça permettra finalement de réutiliser ce code-là en très peu de lignes de code produites supplémentaires. Et enfin, il y a plein d'autres manières d'écrire ce test. Donc ce test par rapport à l'âge, que ce soit en fonction du langage et en fonction de la qualité et de l'expérience du développeur qui va la produire, appliqué toujours au projet. Il faut également savoir que derrière toute production d'une ligne de code, il y a énormément de coûts cachés. Et ces coûts cachés sont les coûts humains, en fait. Il faut savoir que les développeurs, finalement, pour les clients qui ne sont pas dans la tech, on se résume à produire du code. Non, ce ne résume pas à produire du code. Effectivement, ça occupe la majorité de nos journées, mais on ne se résume pas à produire du code. Parce qu'il faut savoir que cette ligne de code qu'on va produire en sortie, finalement, elle a été pensée en amont. Elle a été pensée en amont par tout ce qui est coût de conception. Donc un client, ça arrive avec une demande. Il y a des gens qui vont travailler à la prise de brief, à la gestion de projet, au graphisme, à l'UX, au SEO, à toutes les recommandations que vous pouvez imaginer pour produire une ligne de code qui sera le plus adaptée au projet, le plus adapté à la demande du client et qui couvrira un maximum de cas. Donc en fonction de ces recommandations, nous en fait, donc là c'est moi qui vais développer ma petite ligne de code, en fonction des recommandations qui nous auront été données par la conception, je vais produire la ligne de code d'une certaine manière ou d'une autre. Là par exemple, j'aurais su dès le départ qu'on allait utiliser le fait que la personne est majeure ou non plusieurs fois, mais j'aurais peut-être choisi directement le cas 4 versus le cas 1 ou 2, où là j'aurais dupliqué du code. Donc là c'est vraiment le coût lié à la production réellement de la ligne de code. Et à partir de ce moment-là, on va se dire en tant que client, bon, bah, ma ligne de code, elle a un prix, on a pris le coût en amont de conception, je l'ai écrit et terminé, bonsoir. Voilà, on connaît le coût unitaire d'une ligne de code. Ben non, toujours pas. Parce qu'en fait, il y a tout ce qui est finalement après la production de la ligne de code. Donc là, ça va se traduire par les tests notamment. Il faut savoir que la première personne qui va tester la ligne de code que vous avez produite, c'est le client. Parce qu'à la base, c'est lui, finalement, qui vous a demandé « produis-moi tel projet, produis-moi telle fonctionnalité, telle application ». Il va s'assurer que vous avez bien compris son brief et que vous avez bien respecté ce qu'il a demandé. Il y a également sur des gros projets, potentiellement, de la QA, donc de la Quality Assurance, qui est donc vraiment un processus de qualité pour s'assurer que tous les cas limites ont été gérés, que tout marche bien ensemble et qu'on n'a pas oublié des petites choses. Et enfin, il y a toute la partie test qu'on va faire entre développeurs, quand également ce sont des projets d'envergure. Il y aura probablement plusieurs développeurs qui vont intervenir. Et ces développeurs entre eux, on aura tendance à définir un processus de qualité, donc des guidelines, mais également tout ce qui est un processus de code review. Donc code review pour les non-développeurs de l'Assemblée, c'est à chaque fois qu'un développeur va produire une ligne de code, un autre développeur va être payé pour relire la ligne de code qu'il a produite et dire bon bah ça c'est bien fait, ça c'est pas bien fait, ça il faut le faire de manière différente, dans le but d'améliorer la qualité et que tout le monde soit d'accord finalement sur la manière d'écrire cela, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, bah, chaque développeur on aura peut-être un peu tendance à choisir une manière de noter différemment la fonctionnalité de on est majeur ou non. Et enfin, on a produit cette ligne de code. Et bah, elle ne vit pas en fait pour le moment. Il va falloir à un moment donné la pousser en production. Et donc ça va forcément induire des coûts de mise en place de l'infrastructure. Alors cette mise en place de l'infrastructure, souvent elle est pensée en amont au moment de la conception. Il faut savoir que dans les cahiers des charges, souvent on vous dit bon, bah, ce sera sur un serveur dédié avec tel nom de domaine, ça répondra dans telle langue et terminé, bonsoir. Souvent, le problème c'est que les clients sur des projets moyens à petits, ils vont vous dire non mais moi j'ai pas besoin d'un gros serveur, je teste mon business, et puis si ça marche bien, je te rappelle dans un an, et puis on le fait évoluer. Sauf qu'entre-temps, son service de communication a été très efficace et a réussi à décrocher un passage dans la fameuse émission Capital et à déclencher le fameux effet Capital que tous les développeurs connaissent malgré eux en France. Et donc le client appelle à 22 h, bonjour, je ne comprends pas, mon site ne marche plus. Ben ouais, effectivement, ton site ne marche plus parce que tu nous as pas dit de penser une infrastructure modulaire dès le départ, donc on va être obligé de la faire en urgence, donc faire évoluer le coût de la ligne de code qu'on a produit parce qu'on n'avait pas pensé en modulaire. Et donc pour se connecter à la base de données, ce ne sera plus la même chose. Pour stocker des fichiers, ce ne sera plus la même chose. Et donc forcément, tout ça, ça va avoir un coût indirect sur la ligne de code, et donc c'est lié à l'infrastructure. Là, on va partir finalement du fait qu'on a livré le projet. On a livré le projet, il est en production, il vit sa vie. Et en fait,
un projet, ça vit sa vie, mais pas tout seul en fait. Il va y avoir des coûts liés à cette vie. Donc ça s'appelle le legacy, le coût du legacy code, et des évolutions. Le legacy, c'est vous avez produit un code à un moment donné, il va falloir y retourner, quel que soit le contexte, il va falloir y retourner, notamment pour corriger les bugs. Alors corriger les bugs parce que vous ne les avez pas vus au moment de la recette ou parce que c'était une petite recette où il y a plein de raisons, mais toujours est-il qu'il aura très probablement des bugs dans des cas d'usage réel de clients et qu'il faudra à un moment donné retourner sur votre ligne de code. Il y a également finalement tout ce qui est notion naturelle, évolution du code. Il faut savoir que le code, c'est un peu comme un être vivant, ça vit sa vie, ça se comporte bien, pas bien. Donc c'est le petit dessin, la petite BD que vous pouvez avoir, ça représente assez bien la gestion du legacy, où en fait on a des êtres vivants qui nous attaquent un petit peu de temps en temps quand on veut leur faire coucou. C'est assez désagréable, mais ça représente pas mal l'évolution du code. Il faut également savoir que quel que soit le niveau de la qualité du code qui a été produit en amont, à chaque fois que vous allez intervenir sur une ligne de code, quel que soit votre niveau en sortie, ça va également faire varier le coût initial finalement de la ligne de code qui a été produite. Pour la simple et bonne raison que si c'est un CTO ou quelqu'un qui est depuis le tout début du projet et qui va intervenir sur la ligne de code, il est très probable qu'il connaisse parfaitement le scope des fonctionnalités qui a été fait et donc puisse intervenir un petit peu de manière chirurgicale sur la ligne qui est responsable du bug. A l'inverse, quelqu'un qui est junior ou quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans la techno ou qui ne connaît pas le projet, vient juste d'arriver, on lui demande de fixer quelque chose en prod, son fixe pourra probablement marcher, mais il est peut-être moins périn dans le temps, en fait, ou il aura peut-être ouvert une porte à droite alors qu'il fermait celle de gauche. Donc c'est également des choses que les clients doivent avoir en tête, et donc c'est de notre responsabilité également d'essayer de leur expliquer ça, même pour les non-devs. Et enfin, la date du legacy, finalement, va jouer. Il faut savoir quelque chose d'assez intéressant, c'est que si vous avez produit du code il y a 5 ans, aucun développeur n'est intervenu, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de bug, c'est génial. On vous demande d'intervenir dessus. Ça coûtera toujours moins cher d'intervenir sur ce code que sur un code qui a été livré il y a 1 an et où des développeurs interviennent toutes les semaines dessus. Pour la simple et bonne raison que si des développeurs différents interviennent sur le code, vous aurez des différences de niveau déjà dans votre équipe. Vous aurez également des différences de sensibilité personnelle. Ça se retrouvait notamment au niveau de la slide sur les différentes manières d'écrire le test, si la personne est majeure ou non. Et tout ça, ça va finalement produire... je vais corriger un petit peu la ligne du dessus, je vais corriger un petit peu la ligne du dessous parce que dans la démarche de qualité, il est important qu'on essaie de produire du code maintenable. Sauf que si tout le monde modifie un peu en dessous et au-dessus et n'a pas la même vision ou n'a pas la même manière d'implémenter, à la fin, ça fait le magnifique code spaghetti. Et les développeurs, on adore le code spaghetti. En fait, on met 1000 ans à essayer de comprendre quel est le bug pour se rendre compte qu'on va tout refaire. Et puis, en fait, on ne peut pas tout refaire parce que ça va casser ailleurs. Et donc, voilà. C'est assez important. Donc limite du vieux code, parfois ça coûte moins cher à maintenir que du code très récent et très entretenu. C'est une notion à avoir en tête. Il faut également savoir que les failles de sécurité, ça a un coût. Alors là, on va se mettre directement dans les chaussures d'un client. Alors vous êtes un client et vous avez demandé à développer un site e-commerce, très bien, tout marche bien pour vous. Et un matin, vos équipes commerciales viennent vous voir en mode c'est normal parce que là, on a beaucoup de commandes d'iPhone X à 1 €. On a fait une promo, vous ne nous avez pas dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas exactement en fait. C'est des petits malins qui, pendant la nuit, ont profité d'une faille de sécurité du site et on se sont fait plaisir. Alors du coup, quel est mon risque et quel est le coût que je dois assumer en tant que client? D'abord, un coût en image. Parce qu'il y a déjà toutes les personnes qui ont potentiellement exploité la faille, elles ont communiqué sur les réseaux sociaux. Bienvenue en 2018, tout le monde communique sur les réseaux sociaux. Et donc, des potentiels clients de cette marque ou de ce site vont voir ce site-là, il n'est pas sérieux, ils ont réussi à se faire pirater. Est-ce que mes données bancaires seront sécurisées chez eux? Est-ce qu'ils sont finalement sérieux? Parce que c'est quand même quelque chose de gros comme erreur, on va dire. Donc, ça a un coût en image. Le service de communication derrière va avoir beaucoup de démarches à faire pour rassurer les clients. Ça a également une perte potentiellement de CA directement, parce que est-ce qu'on va décider de livrer ces iPhone X à 1 € ou pas? C'est un choix que vous ferez potentiellement en tant que client. Et dans tous les cas, il y aura forcément du développement en urgence pour sécuriser la faille avec quelqu'un qui va se faire un petit peu fâcher dans l'histoire parce que la ligne de code qu'il aura produit aura potentiellement causé un bug à plusieurs milliers d'euros de CA en live. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est des coûts qui n'ont pas été anticipés. On va prendre un deuxième cas totalement différent. Là, vous êtes un client et vous avez demandé de faire un site sous WordPress qui marche bien, qu'on vous a livré il y a 1 an.
Et ce site-là, il a pour simple et unique objectif de collecter du lead. Vous collectez des leads entrants et après vous faites votre business offline et tout marche bien. Simplement, un jour, il y a un autre de vos amis qui vous appelle et qui vous dit il y a des femmes un petit peu dénudées sur le site, comment ça se passe en fait? Eh ben, c'est parce qu'il a été piraté. Donc le plugin il y a potentiellement une faille de sécurité par rapport au plugin. Et donc ça met potentiellement votre société en péril, parce que si vous ne savez pas depuis combien de temps c'est le cas en fait, depuis combien de temps c'est plus votre site qui est réellement votre site. Et donc, il faudra également sécuriser rapidement le code qui a été produit. Il faut savoir que les développeurs, on a toujours, à chaque production de cette ligne de code, une notion de sécurité. On est toujours au courant que la sécurité, ça peut être problématique, mais c'est également du fait du client de nous donner les moyens et pour arriver finalement à sécuriser ça, mais c'est également au client de s'assurer régulièrement que ce qu'il demande, ce qu'il commande et son application évolue bien avec les sécurités demandées. Typiquement, on a livré le WordPress avec l'activation automatique des mises à jour. Mais le plugin, il ne va pas forcément se mettre à jour tout seul. Ou si c'est du code métier qu'on a fait, il n'est pas forcément toujours sécurisé, ou le mot de passe du FTP, il n'est peut-être pas assez fort en fait. Mais tout ça, ce n'est pas dans la main du développeur qui a fait le site et qui est passé à un autre projet en fait. Il faut également savoir que le coût de la techno, ça va également faire varier le coût d'une ligne de code. Tout simplement parce que chaque techno a son coût d'exploitation. Alors j'entends par coût d'exploitation, actuellement, en 2018, il sera assez facile sur le marché de trouver un développeur PHP ou un développeur WordPress. Ça devrait se faire facilement. Par contre, si on vous demande d'intervenir sur un projet en AS400 ou sur un projet en Fortran, bon courage pour trouver le développeur. Bon courage également, du coup, ça va indiquer que vous allez perdre du temps pour la réalisation de votre fonctionnalité ou de la correction de votre bug. Ça va nécessiter également probablement de payer un peu plus cher le développeur que vous aurez enfin trouvé pour intervenir sur ce code. Et à la fin, vous n'avez aucune garantie de qualité parce que dans tous les cas, vous n'avez personne d'autre sous la main pour s'assurer que la ligne de code que ce développeur rare a produit va marcher dans tous les cas. Il faut également savoir que la techno propriétaire peut avoir un coût indirect sur votre projet. Alors là, ce n'est pas forcément en termes de rareté du développeur et du profil qui va intervenir, mais ce sera plutôt en termes de techno qu'il va utiliser. Un développeur .NET, actuellement, ça se trouve à peu près aussi facilement qu'un développeur PHP. Là n'est pas la question. Simplement, ce développeur .NET, lui, pour faire vivre la ligne de code qu'on va pousser en production, il aura besoin d'un serveur 2IS. Et un serveur 2IS, c'est un peu plus compliqué à maintenir, donc un serveur sous Windows avec des contraintes spécifiques liées à Windows. Donc ça nécessite des coûts de licence, des coûts d'infrastructure, des coûts de mise en place plus élevés qu'un serveur classique, par exemple. De la même manière, si vous faites des applis mobiles, ça entraînera des coûts supplémentaires. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas toujours libre en tant que développeur sur le choix de la technologie. Typiquement, souvent, la technologie s'impose à nous par la phase de conception quand il y en a une, parce que la captation des besoins fait que le mieux pour répondre à ça, c'est telle techno, de telle manière, avec telle composante, telle API, et voilà. Le problème, c'est que votre équipe technique, elle ne sera pas toujours en adéquation avec ses choix. Vous pouvez avoir des problématiques de montée en compétence sur certaines technos, et ça peut vraiment vous limiter. Et enfin, l'open source. À un moment donné, il est très probable que vous installiez des petites librairies, des petits sliders, des petites choses comme ça. Il y a des lignes de code qui ont été produites par des gens qui ne sont pas vous. Est-ce que ces lignes de code, elles doivent être valorisées? Est-ce qu'elles doivent rentrer dans le total du nombre de lignes de code qui a été produite? Chacun se fera son idée. Et enfin, la manière d'implémenter votre code, finalement, va faire varier son coût. Alors là, il y a 3 grandes catégories potentielles. Le from scratch. Donc, from scratch, ça veut dire que l'intégralité des fonctionnalités qui est dans votre cahier des charges de base va être développée par l'équipe technique. Donc, on vous demande de gérer des utilisateurs, afficher de la donnée, tout ça, 100% des fonctionnalités, c'est un dev de votre équipe qui va les coder. Il y a également le choix du CMS, donc WordPress, Joomla, Drupal, des tonnes et des tonnes, il y en a pas mal. Donc là, je vous cite des sources qui viennent d'OpenHub. OpenHub, je vous invite vraiment à aller voir ce site pour suivre l'évolution de toutes les technos open source, soit des frameworks, des CMS. Il y a vraiment énormément de contenu et c'est très intéressant. Mais il faut savoir que si vous décidez d'installer un CMS, vous allez sur WordPress, vous cliquez sur télécharger l'archive des IP, il y a 1 500 000 lignes de code qui ont déjà été produites pour vous. Vous n'avez rien à faire, vous avez déjà fait 1 500 000 lignes de code. L'avantage de ça, c'est que vous aurez du coup des fonctionnalités déjà prêtes. Un éditeur pour gérer du contenu, une bibliothèque, des gestions d'utilisateurs, tout ça, ce sera déjà fait, entre guillemets. Ça fera d'autant de choses qu'il ne faudra pas développer par votre équipe technique.
Et enfin, il y a le choix de l'implémentation via un framework. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Zen. Zen, c'est un peu plus de 4 millions de lignes. Il faut savoir que Symfony, c'est à peu près dans les mêmes ordres que WordPress. Et là, vous n'aurez pas de fonctionnalité déjà faite. Il n'y a aucune fonctionnalité qui viendra clairement. Par contre, on va vous donner accès à une librairie ou à une bibliothèque finalement de ressources qui vous permettra de monter vos pages beaucoup plus rapidement. Tout ce qui est notion de sécurité, connexion, appel à la base de données, tout ça, c'est déjà un peu fait pour vous. Vous avez juste à finalement brancher votre métier dessus et ça permettra de finalement fonctionner. La question par rapport à ça, vous avez donc de l'exemple qui produit le moins de lignes de code à celui qui produit peut-être le plus de lignes de code. Finalement, où est la valeur de la ligne produite spécialement pour le projet? Est-ce qu'on doit compter les 4 millions de lignes déjà de base? Est-ce qu'on doit juste compter le code métier qu'on va rajouter avec les contraintes potentiellement d'écriture liées au framework? Finalement, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence, alors déjà, je vais répondre à la question « Combien coûte une ligne de code ?» Il n'y a pas de réponse à la question « Combien coûte une ligne de code ?» Voilà, cette question même ne devrait pas exister. Mais pour les raisons que j'ai énoncées en introduction, elle existe. Le coût d'une ligne de code ne se résume pas en une équation. C'est encore une fois utopique de penser qu'une ligne de code, c'est une équation. Ça ne sera jamais une équation. Finalement, le coût d'une ligne de code devrait plutôt ramener à la valeur d'une ligne de code, à la valeur réellement au métier qu'elle va ajouter. Est-ce que vous avez bien compris le cahier des charges de votre client en amont? Est-ce qu'on a bien essayé de répondre à ces questions? Est-ce qu'on a compris que le business model de notre client pouvait évoluer et donc que potentiellement on devra maintenir tout ça et qu'on devra s'arranger finalement et donc produire de la qualité dès le départ? C'est plutôt cette notion de valeur que vous devez essayer de faire véhiculer au client. Et à partir du moment où votre client aura compris que finalement le développement de son projet, c'est pas un coût, mais c'est une valeur réelle pour son entreprise, que ce soit une application, un business, n'importe quoi, c'est vraiment de la valeur, bah déjà son discours en termes de coût aura un petit peu changé. Et enfin, je compte vraiment sur vous tous ici présents pour évangéliser sur ces processus cachés. Alors si vous êtes dev, vous allez peut-être parler plutôt de la conception, de l'anticipation. Si vous êtes chef de projet, vous allez plutôt parler sur tous les coûts cachés de legacy, de maintenabilité. Mais vraiment, emparez-vous des secteurs d'activité qui ne sont pas les vôtres réellement dans la production de cette ligne de code et évangélisez au maximum par rapport aux clients qui potentiellement vous demanderont combien coûte une ligne de code. Merci. Des questions? C'est tout en haut. Bonjour. Ma question est, du coup, comment on détermine concrètement le coût, la valeur d'une tâche qu'on nous donne, soit pour un grand projet ou un petit? En fait, alors ramener l'estimation à une tâche, c'est déjà finalement quelque chose de plus important que ramener le coût à une ligne de code unitaire. En fait, la notion vraiment de coût d'une ligne de code unitaire, c'est la notion qui vraiment ne doit plus exister. Par contre, en termes de tâches, c'est plutôt par rapport à la complexité que tu vois par rapport à la demande, ton expertise, tes appétences aussi potentiellement. C'est tout ça qui va noter une fonctionnalité et encore une fois, pas une ligne de code. C'est vraiment cette notion-là que j'essaie de faire comprendre auprès des clients. C'est plutôt le combo de la complexité et de ton expérience qui vont te permettre de noter en carte, en points, en temps, en argent, la fonctionnalité et pas la ligne unitaire de code. Merci.